Bienvenue pour ce nouveau journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 20 février et dans l'actualité locale, la compétition internationale de cyclisme sur piste au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Hier, le Français installé à Montigny-le-Bretonneux a brillé en ajoutant un nouveau titre à son palmarès. Nous parlerons également des chances des tricolores pour le week-end. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines réfléchit actuellement à son budget. Pour son président, la situation est inédite et particulièrement délicate. Il va falloir réaliser plusieurs millions d'économies. Et puis, comme chaque fin de semaine, comme chaque vendredi, nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité depuis lundi, la campagne pour l'élection départementale qui s'accélère. Pervis le magnifique, c'était la une de l'équipe en ce vendredi matin. Le Français réalise un nouvel exploit lors des mondiaux de cyclisme. Nous irons dans l'enceinte du Vélodrome dans un instant. En duplex, retrouver Mickaël Elmidoro et notre consultant Yann Dujarnier pour écouter leurs réactions et évoquer la suite de la compétition qui se terminera dimanche. Mais tout d'abord, les images et le résumé de cette épreuve dite du Kérine. C'était hier à Saint-Quentin en Yvelines au Vélodrome national. Regardez. Il l'a fait, Ligny-Montin. François Pervis a conservé son titre de champion du monde du Kérine ce jeudi sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, devant un public totalement acquis à sa cause et qui l'a poussé tout au long de l'épreuve. Le pistard tricolore de 30 ans s'est très facilement imposé en dominant le néo-zélandais Edward Dawkins et le malaisien Awang. Celui-là est vraiment beau parce que je vous dis, par rapport à cet hiver, j'étais vraiment au fond du trou, je reviens vraiment de très loin. Et le faire comme ça à domicile devant sa famille, mon fan club, mes amis, mes partenaires, c'est un sentiment différent et ça restera vraiment gravé dans ma mémoire, ça c'est sûr. Je suis très ému, c'est clair, c'est un grand champion, ça c'est une évidence, un deuxième titre de champion du monde d'affilée, je crois que ça confirme son grand charisme, ses grandes compétences et sa volonté de toujours être au plus haut du podium. François est un sacré bonhomme. Un titre particulier pour François Pervis qui s'entraîne tous les jours sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et qui habite Montigny-le-Bretonneux. C'est purement à domicile, parce que j'habite à 500 mètres à vol d'oiseau d'ici. Donc oui, c'est vraiment à domicile. Je crois que je suis le seul membre de l'équipe de France à habiter dans la ville où se situe à Montigny-le-Bretonneux, dans la ville où se situe le Vélodrome. Après la victoire de François Pervis ce jeudi soir, le clan français totalise désormais 2 médailles d'or dans ses championnats du monde sur piste. 2 médailles d'or en 2 jours. On se souhaite le meilleur jusqu'à dimanche. On a des belles courses qui vont s'enchaîner. C'est toute la dynamique de l'équipe de France qui est derrière ces 2 belles médailles. Et ce n'est sûrement pas terminé. La collection des tricolores pourrait s'étoffer une nouvelle fois ce vendredi soir avec le kilomètre et un certain François Pervis. Et au Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux, on retrouve en duplex à présent pour la rédaction de TV Film Mickaël Elmidoro, assisté à la technique de Mélanie Poquet, également de William L. Vous êtes avec notre consultant, une belle performance, une nouvelle fois pour François Pervis. C'est ça, François Pervis a vraiment écrasé la concurrence donc hier soir. Vraiment une belle performance, une belle course, Yann Dujarrier. Il a géré de bout en bout. Pour moi, il gagne le Kérine, il gagne la finale du Kérine dans le dernier. Enfin, quand Allemand passe devant lui. À un tour de l'arrivée, il a déjà gagné puisque il est complètement dans la maîtrise de sa discipline. Il y avait vraiment personne pouvait le battre. C'était magnifique. Et on l'a vu. Enfin, vous le sentiez vous, on était ensemble pour la course. Vous le sentiez vraiment lors du dernier virage, vraiment. À la mort du dernier tour. Je savais qu'il avait gagné. Alors je ne sais pas si vous nous entendez bien tous les deux, Mickaël, peut-être passez votre micro à Yann, parce qu'il y a visiblement un petit souci sur la qualité du son. D'accord. Voilà. Donc pour moi, oui, il avait gagné à l'entame du dernier tour. Vraiment, il n'y avait pas de possibilité, il était complètement dans la gestion de son effort, dans la gestion de son épreuve, il maîtrisait son sujet. Et donc le DTN était ravi également, déjà 2 médailles en 2 jours, 2 médailles d'or en 2 jours, vraiment. Et ça fait partie des objectifs de toute façon. Ils sont là pour 5 médailles par jour. Maintenant voilà, 5 médailles d'or, pourquoi pas. Moi je pense qu'on fera plus. On verra dimanche, on tirera les conclusions lundi. Un petit mot également donc sur les épreuves de ce soir, de ce week-end plutôt. Il y a vraiment des chances de médailles. Alors ce week-end on a la vitesse individuelle avec François Pervis bien sûr, Grégory Boger, Michael Dalmeda, Quentin Lafargue. On va avoir 4 vrais concurrents qui sont là pour aller chercher des podiums. Et puis il y a aussi le
Keirin, le Keirin féminin. Il va y avoir l'épreuve d'Omnium féminine, l'Omnium masculin qui vient juste de débuter aussi, qui se terminera demain. Voilà, beaucoup de chance avec des concurrents français qui vont aller chercher qui vont essayer d'aller chercher des podiums. Thomas Bouda sur l'Omnium, c'est un favori. Il est champion du monde en titre. Il vient juste de finir la première épreuve, le scratch, et il vient de faire 7e. On verra encore ce soir. Il y a encore il est placé parce que l'Omnium c'est ça, il faut être régulièrement dans les positions de tête. Il est en forme, il est comme tous nos représentants français, poussé par le public. Et il n'y a pas de maintenant il faut attendre que les épreuves se déroulent et puis le résultat sera là demain, j'espère. Et il y a François Pervis aussi ce soir. On en parle où on pense qu'il va avoir également une médaille. Le kilomètre ce soir, il est de toute façon tenant du titre, comme sur les 3 épreuves sur lesquelles il s'aligne sur ces championnats. Bien sûr que ce soir, il est le grand favori. Il va partir en dernière position. On va voir et on va tous être derrière lui pour le pousser à aller chercher un 2e titre mondial et encore une Marseillaise avec tout le public français qui va la chanter avec lui. Et les filles aussi, pour l'instant, elles déçoivent légèrement. Est-ce que vous pensez que ça peut se débloquer ce week-end? Alors on a un tournoi de 200 mètres là, un tournoi de vitesse féminin qui a commencé tout à l'heure. Le tournoi est très très dense. Virginie Kieff est 10e temps et elle est à 3/10 du meilleur temps. Donc sur le 200 mètres, donc c'est rien, c'est vraiment très très serré. Il va falloir être très fort tactiquement. Et puis elles ont l'avantage de connaître la piste par cœur. Pour l'instant, on n'a pas eu d'épreuve où justement toute cette tactique et l'aspect de la piste avait son importance. Là, sur la vitesse individuelle, les filles vont peut-être avoir ce petit plus du fait de courir à domicile et juste de connaître la piste. Pas seulement d'avoir le public qui va les booster, mais de connaître vraiment très très bien la piste. Un petit mot sur Sandy Claire également. Elle connaît pour l'instant des championnats du monde difficiles. Alors on s'en doutait un petit peu pour Sandy. Malheureusement, c'est vrai qu'elle avait fait une très belle dernière Coupe du Monde avec une 4e place en vitesse. Là, le temps n'est pas du tout elle est pas du tout dans le coup au niveau du temps. Maintenant, les matchs 1 contre 1, c'est une autre discipline. On est sur des combats de boxe et là, c'est la tête qui prend l'enjeu. Comme toujours, le public du Vélodrome répond présent. Il y a encore 5000 spectateurs aujourd'hui. Hier, vraiment, ça a poussé François Pervis pour la médaille d'or. Vraiment, on a senti sur le dernier tour, en tout cas, qu'il est poussé. C'est un public ultra chauvin. De toute façon, dès qu'on a un Français en piste, ça crie dans tous les sens, c'est génial. Ça met tout le temps les poils. On a vraiment la chair de poule. On vit avec eux et puis on est là pour ça aussi, pour les supporter. C'est génial. Vraiment, bravo au public de Saint-Quentin. Tout le monde ne connaît pas toutes les disciplines. Moi, il m'arrive quand je me promène de donner des informations aux gens, mais voilà, c'est que du bonheur. Merci à tous les deux. Merci messieurs. Merci Mickaël. Vous restez au Vélodrome bien évidemment avec Mélanie Poquet et William L. On va vous retrouver lundi pour un résumé complet de cette fin de compétition. Merci également à Yann qui nous éclaire depuis le début de ce rendez-vous et pas seulement du Vélodrome, les gens qui viennent vous voir. Vous êtes aussi la lumière pour les téléspectateurs de Téléfilm. Merci à vous. Merci à tous les deux. Le monde entier a les yeux rivés sur le Vélodrome et les personnalités. Cypress, l'on pouvait notamment croiser hier Michel Drucker, des ministres également. Ce jeudi, Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, était présent pour apporter son soutien. On l'écoute. Moi qui porte l'éventuelle candidature des Jeux Olympiques pour Paris, un des éléments du dossier, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines, ce stade Vélodrome, la piste de BMX, mais aussi le golf qui est pas très loin. Donc on a là un enjeu majeur et donc quand je vois l'excellence de l'accueil du public et cette grande compétition, je me dis que c'est un élément majeur de notre dossier. Très beau Vélodrome, le plus beau de France, et c'est un Lillois qui le dit, alors que j'ai un beau stade Vélodrome sur Roubaix, vous le savez. Non, vraiment là on a un outil qui est formidable aujourd'hui et j'ai l'impression que les athlètes et tous leurs entraîneurs sont vraiment dans d'excellentes conditions d'accueil. On va à présent revenir sur les autres performances des Français. Dès le premier jour, l'équipe de France a remporté le titre de vitesse. Nous étions bien évidemment présents. Le reportage. Le clan français a réussi ses débuts dans ces championnats du monde sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Grégory Boger, Kevin Siro et Mickaël d'Almeida sont montés sur la plus haute marche du podium dans l'épreuve de vitesse par équipe. Une médaille inespérée pour les tricolores. La Nouvelle-Zélande avait remporté cette finale avec 3/10 d'avance sur les Français avant d'être disqualifiés pour passage de relais hors zone. Conséquence, les Bleus sont en or. Ça fait depuis 2011 qu'on veut aller le chercher ce titre. On tourne autour et là, de surcroît, être à la maison avec un public comme il y avait, c'était vraiment satisfaisant. J'avais couru en 2006 aussi où il y avait la même ambiance à Bordeaux.
Et là, d'être à la maison sur notre piste d'entraînement de tous les jours et de voir ce public et de monter sur la première marche, c'est émouvant, quoi. C'est pas une fin en soi, mais presque, quoi. Donc voilà, on va pas bouder notre plaisir. Aujourd'hui, on est champion du monde, on est meilleur. On a ce si beau maillot sur nos épaules. Donc voilà, on va en profiter. À la sortie du podium, les Français ont salué la performance de leurs adversaires du jour. On est très satisfait. Voilà, on a quand même franchi la ligne en deuxième, faut pas l'oublier. Il y a eu une erreur technique de nos adversaires. Est-ce que c'est ce qui leur a permis de faire le meilleur temps? On ne sait pas, on n'est pas là pour en discuter. Ça fait donc plusieurs années qu'ils sont aussi sur les podiums et ils étaient champions du monde en titre l'année passée. Donc, une équipe forte aussi, montante. Et je pense que maintenant ça va être une équipe qui va aussi côtoyer les places sur les Jeux. Donc il va falloir faire attention à eux et bien se préparer. Une médaille et des espoirs pour l'avenir, les sprinteurs français sont désormais considérés comme les favoris pour un podium aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. On pense à Rio depuis bien longtemps, depuis notre finale aux Jeux Olympiques à Londres. On pense déjà à Rio, on a vu ce qui nous a manqué. Nous, on est sans arrêt dans la recherche pour rattraper ce qui nous a manqué. Aujourd'hui, on est champion du monde, c'est bien, c'est beau, mais on va pas s'enflammer. C'est pas une fin en soi. On s'assoit pas là-dessus. Il y a rien d'acquis. Les champions du monde, c'est pas être champion olympique, c'est pas la même chose. Avant de penser aux Jeux de Rio et aux médailles olympiques, les sprinteurs tricolores veulent savourer leur titre. La France est une habituée de cette distinction. Les Bleus ont remporté ce mercredi soir leur 11e titre en vitesse par équipe depuis 1995, un record. Et cette compétition de cyclisme sur piste que TV Fil vous fait vivre au plus près en allant notamment à la rencontre des plus petites équipes. Là aussi, le reportage est signé Mickaël Elmidoro et William L. C'est l'une des plus petites délégations de ces championnats du monde sur piste. Les trois Sud-Africains Eugène Soul, Amerine Wanold et Mariska Maté sont arrivés ce mardi au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Championne d'Afrique en titre, l'équipe dispose pourtant d'un budget réduit. La fédération sud-africaine a seulement payé les billets d'avion de la délégation. Le staff est lui composé d'une seule personne. Moi, ma fonction, c'est je fais tout. Je fais le mécanicien, le coach sur la piste, le manager avec quelques petits mots pour réconforter et mettre les coureurs en confiance. Je m'occupe de toute la logistique. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Il faut s'investir. Au niveau du matériel, les Sud-Africains disposent également du strict minimum. Au niveau du matériel, on est limité. Je me suis fait prêter du matériel par une société du coin d'ailleurs. Les coureurs ont un vélo chacun, donc il n'y a pas de vélo rechange. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est pendant la compétition, pendant qu'un coureur court, comme il n'a pas de vélo rechange, je suis obligé d'adapter rapidement un vélo d'un coureur qui ne court pas pour avoir un vélo de secours en cas de chute ou en cas de crevaison, en cas d'incident. Contrairement aux autres nations, les trois sportifs sud-africains ne dorment pas à l'hôtel mais chez l'habitant. Le team manager Franco Canella a trouvé un logement à Trappes pour réaliser des économies. Leur hôte a réaménagé la pièce en poussant les meubles et en installant des matelas sur le sol. Il les accueille gracieusement. Voilà, les circonstances ont fait que moi je pouvais accueillir particulièrement cette période-là. Et voilà, si eux ça leur convenait, parce que c'est pas non plus un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, mais dans l'esprit, si ça leur convenait, c'était parfait. Et apparemment, ça leur va très bien. Et moi, c'est cool. Ça me permet de discuter un peu avec eux, d'échanger un peu la culture du vélo qui est un peu différente chez eux, et puis de la discipline aussi. C'est incroyable de rester ici avec Philippe et de découvrir la façon de vivre à la française. Et de voir ça, c'est un véritable trésor. Les Sud-Africains ne sont pas venus en touristes sur cette compétition. Ils espèrent réaliser quelques records nationaux. Leur meilleure chance, la coureuse de 26 ans, Mariska Maté. Mon but est de réaliser des performances sur la poursuite individuelle et de battre le record de l'Afrique du Sud. C'est un record qui date de 15 ans. Je suis également engagée dans le scratch. J'espère obtenir une bonne place si mes jambes le permettent. Une fois la compétition terminée le dimanche 22 février, les Sud-Africains prépareront dans la foulée leurs valises. Le départ pour Johannesburg est déjà programmé pour le lundi matin. Pas question de faire du tourisme, objectif, réaliser une nouvelle fois des économies.
Depuis le début de cette compétition, le Vélodrome fait le plein en termes de spectateurs. Plus de 5000 personnes présentes dans les tribunes quotidiennement. On retrouve aussi des anciennes gloires du cyclisme qui sont venues rencontrer les différents champions. Le public a donc pu apercevoir Arnaud Tournant. C'est une légende de la piste, recordman de titres sur les championnats du monde avec pas moins de 14 médailles d'or. Nous sommes avec Arnaud Tournant, multiple médaillé aux championnats du monde. Alors, c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui ? Oui, c'était important parce que on est sur l'épreuve ultime, à part les Jeux Olympiques. C'est vrai que les championnats du monde sont toujours un événement majeur. Cette année, on a la chance de voir ces championnats en France sur ce nouvel écrin de Saint-Quentin-en-Yvelines, un superbe vélodrome qu'on peut, sur lequel les Français peuvent être fiers de rouler. Donc c'est vrai que c'est un événement particulier et je me devais d'être parmi tous ceux qui vont côtoyer cette fête. Et justement, vous ne regrettez pas de ne pas avoir justement roulé sur cette piste du Vélodrome ? Non, j'aurai peut-être l'occasion un de ces jours en tant qu'amateur, voilà, sur mes heures perdues. J'en ai pas beaucoup en ce moment, mais c'est vrai qu'un de ces quatre, il faudra que je me penche sur la question et me rapprocher des gestionnaires du site pour avoir la chance de fouler ces quelques lattes de bois. Et vous leur apportez un petit peu votre expérience ? Non, je pense qu'ils en ont assez. Ça fait des années qu'ils sont au plus haut niveau. Je leur ai apporté mon expérience quand j'étais avec eux encore sur le vélo. On s'est côtoyé plusieurs années. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont assez grands, assez matures et assez professionnels pour justement donner le meilleur d'eux-mêmes et convoiter cette plus belle place qui est le titre de champion du monde. Et vous êtes le recordman dans l'épreuve, dans les championnats du monde ? Il paraît que ça c'est une pression qu'on pourrait mettre sur les coureurs français, c'est-à-dire aller déloger l'ancien. Merci beaucoup Arnaud Tournant. Nous refermons à présent cette large page dédiée aux mondiaux du cyclisme. Rendez-vous donc lundi pour le 7-8 Sport spécial dès 18h30 en direct. Comme chaque vendredi dans le journal, retour sur l'essentiel de l'actualité. On commence avec le vote du budget de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il est prévu le 9 avril prochain. Les conseillers communautaires se sont d'ores et déjà réunis pour discuter autour du débat d'orientation budgétaire. Au cœur de ces discussions, la baisse des dotations, 11 millions d'euros prévus sur 3 ans. Un vrai casse-tête, a reconnu l'exécutif, comme nous l'explique Catherine Zulato. Le désengagement de l'État est très important. Nous n'avons jamais vu cela. Les mots ne sont pas rassurants. Ce jeudi soir, le président de l'agglomération, Michel Laugier, a décrit une situation complexe, un casse-tête pour l'exécutif qui prépare son budget pour l'année. Les chiffres sont là. Les dotations d'intercommunalité seront en diminution entre 2015 et 2017 de 3,7 millions d'euros par an, soit sur 3 ans, 11 millions de moins dans les cases de la Casquie. Ajoutez à cela pour cette année une baisse également de la dotation globale de fonctionnement. En résumé, rien que pour 2015, ce sont 4,7 millions d'euros de pertes nettes pour les finances de l'agglomération. Il va falloir réduire la voilure, a prévenu l'exécutif qui a promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Mais cette voilure, quelle est-elle ? L'agglomération a lancé 3 audits dont les conclusions ne sont pas encore connues. Revoir certaines compétences et se recentrer sur les principales missions comme le développement économique, c'est une piste. Une autre, les charges de personnel. Elles devraient être réduites 30% en 3 ans. C'est l'un des objectifs fixés par la nouvelle majorité qui a déjà évoqué lors d'un précédent conseil l'importance de la mutualisation. L'audit sur le personnel n'est pas encore finalisé. Malgré tout, Michel Laugier a relevé, dit-il, des situations surprenantes entre le travail effectué et le nombre de personnes pour effectuer ce travail. Par contre, pas question de revoir l'aménagement du territoire. Sur toutes les communes, des projets sont lancés. Ils seront maintenus et soutenus. L'opposition, notamment par la voix de l'élu socialiste de Montigny, Vivien Gasque, a regretté, a-t-il dit, le manque d'orientation lors de ce débat. Il y a quelques axes, mais pas de vraies propositions. François Deligné, le maire de Guyancourt, a même estimé que les conditions du débat n'étaient pas remplies. Et Sandrine Grandgambe, vice-présidente et élue à Trappes, s'est interrogée sur la pertinence de demeurer dans l'exécutif si, a-t-elle expliqué, on découvre tout au moment du vote du budget. À ces remarques, le président de l'agglomération a rétorqué que c'était une situation historiquement compliquée et qu'il proposerait un conseil des maires avant le vote, un vote prévu le 9 avril. Ce soir-là, on en saura plus sur les secteurs concernés par les économies à faire. Tous les secteurs seront impactés, pas un plus que l'autre, a d'ores et déjà prévenu Michel Laugier.
Et en politique, la campagne pour les élections départementales qui s'accélère. Les binômes de candidats sont connus depuis mardi. Ils sont 226 dans les Yvelines, tour d'horizon. Ils sont 226 à prétendre à un poste de conseiller départemental des Yvelines. L'élection se déroulera les 22 et 29 mars. Chaque électeur de chacun des 21 cantons votera en réalité pour un binôme homme-femme. La droite, déjà largement majoritaire, entend rester premier parti des Yvelines et a donc scellé son alliance avec les centristes de l'UDI. Pendant que la gauche part divisée et que le Front National entend jouer les troubles faits en se présentant, c'est une première, dans toutes les Yvelines. Dans le détail, sur le secteur de Saint-Quentin, on retrouve sur le canton de Montigny-le-Bretonneux le président de l'agglomération Michel Laugier, d'hiver droite, associé à Laurence Trochu de l'UMP. Le sortant socialiste François Deligné, maire de Guyancourt, fait alliance avec la responsable départementale du PS, Sandrine Grandgambe. Un duel qui sera particulièrement suivi. L'absence d'union à gauche avec une liste Europe Écologie Les Verts Front de gauche sera peut-être déterminant. La droite entend réaliser le grand chelem sur ces élections de l'aveu du président sortant Pierre Bédier et pour cela, elle n'hésite pas à envoyer des élus de premier plan. Ainsi, Jean-Michel Fourgousse, maire UMP d'Elancourt et Anne Capio, sa deuxième adjointe, vont tenter de ravir le canton de Trappes à Janine-Marie d'hiver gauche et Alain Ajage, maire communiste de la Verrière, qui lui n'a pas reçu le soutien de son parti, qui préfère l'alliance avec Europe Écologie Les Verts. Candidature surprise, celle du directeur du collège musulman de Saint-Quentin en Yvelines, Slimane Boussana. Un cas atypique sur le canton de Maurepas, ce sont deux conseillers sortants qui se font face en raison du redécoupage imposé par l'État. Ismaïl Havane, PS, face à Yves Vandeval, UMP, chacun avec son binôme, Christine Mercier, adjointe à Manille-les-Hameaux, et Alexandra Rosetti, maire de Voisins-le-Bretonneux. Là aussi, forte division à gauche entre l'Alliance écologiste communiste et la présence du candidat malheureux aux dernières municipales à Maurepas, Michel Chapa. Sur Plaisir à présent, division des écologistes et des communistes, présence du Front National, présence de Debout la France et rivalité UMP-PS. Pas moins de 6 listes, l'élu départemental sortant, le socialiste Jean-Michel Gourdon, a décidé de ne pas se représenter. Enfin, sur le canton de Saint-Cyr-l'École, Jean-Philippe Mallet brigue un nouveau mandat avec la socialiste Fabienne Gelgon-Bilbao. Mais après avoir emporté la mairie de Bois d'Arcy, l'UMP Philippe Benassaya aimerait renforcer son implantation sur le secteur avec l'aide de l'UDI Sonia Brault. Ces listes de candidats restent néanmoins provisoires. Le ministère de l'Intérieur doit encore se prononcer sur leur validité. Dans l'actualité de cette semaine également, la signature du projet contrat-plan État-Région 2015-2020. Manuel Valls, Premier ministre, et Jean-Paul Huchon, président de l'Île-de-France, viennent d'officialiser quelques 7,3 milliards d'euros d'investissement public, notamment pour l'enseignement supérieur, la mobilité multimodale ou encore la transition énergétique. 7,3 milliards d'euros pour les projets de la région Île-de-France sur les 6 prochaines années. C'est le montant total du contrat de plan État-Région signé ce lundi après-midi par le Premier ministre Manuel Valls et Jean-Paul Huchon au Conseil régional. Une somme qui sera essentiellement investie dans les transports à hauteur de 5,2 milliards. Au programme, la modernisation du réseau de RER, le prolongement des halls vers Mantes-la-Jolie et le bouclage du plan tramway. En réalité, on peut dire que je ne dis pas que le travail est fini, c'est loin d'être le cas, mais on dispose d'une sécurité absolue en matière d'investissement de transport. Et ça, franchement, c'est le résultat, bien sûr, de négociations et même parfois de bagarres avec le gouvernement, avec Bercy, etc. Mais le Premier ministre a vraiment carrément, si j'ose dire, appuyé sur le sujet. À noter que ce contrat État-région concerne aussi l'enseignement supérieur, l'innovation, l'emploi et la transition écologique. Lors du vote du projet de contrat survenu la semaine dernière, PS et Europe Écologie Les Verts avaient voté pour, le Front de gauche et les centristes de l'UDI s'étaient abstenus, l'UMP avait voté contre. Et si vous voulez suivre également l'actualité politique, ce week-end, vous avez rendez-vous avec l'hebdo politique de Radio Sensation, nos confrères qui se sont déplacés au Parlement à la rencontre de l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts Pascal Durand. Interrogé par Nicolas Kirillovitz, il reviendra notamment sur la culture des OGM en Europe. Extrait. Concrètement, même si la Commission européenne autorise la culture d'une variété, les États membres pourront l'interdire sur leur territoire. Ce dossier est vieux, il date de presque 5 ans. Pascal Durand est-il enfin temps de trouver une solution et de clôturer le débat? Il est alors clôturé certainement pas, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Sur ce point-là, en tout cas. Non, parce qu'on attend de la Commission, on attend de M. Juncker qu'il fasse ce que M. Barroso n'a pas fait, c'est-à-dire une réforme très claire des procédures d'évaluation des OGM, parce que ça, c'est un vrai sujet. Maintenant, ce que vous me dites est sur le texte qui a été voté la semaine passée au Parlement européen. La difficulté, là aussi, que nous avons, c'est une difficulté de principe. C'est-à-dire que l'Europe, encore une fois, a failli.
Vous savez, moi je suis un Européen convaincu et je pense que c'est au niveau du continent qu'on doit résoudre les problèmes. À chaque fois qu'on renationalise une politique, on échoue. Tout simplement parce que derrière, il y a le marché intérieur. La bonne solution, ça serait qu'au niveau européen, on ait à nouveau la capacité d'avoir une agence et des expertises indépendantes. Parce que pour le moment, et c'est ça aussi le grand danger de cette nouvelle directive, c'est qu'on donne beaucoup trop de pouvoir aux entreprises qui fabriquent les OGM, puisque c'est elles qui amènent leurs propres tests, qui amènent leurs propres études et qui demandent la commercialisation sur la base de leurs propres études. Ça n'est pas normal, ça n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Donc ça, on attend une réforme de Juncker. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça n'est pas fini. Le journal qui se referme, juste un dernier clin d'œil à l'Yvelinois Guillaume Canet qui est ce vendredi soir en compétition au César dans la catégorie du meilleur acteur pour son rôle dans La prochaine fois je viserai le cœur. La concurrence sera rude, face à lui Romain Duris pour Une nouvelle amie ou encore François Damiens pour La famille Bélier. Je vous retrouve en tout cas lundi, on reviendra sur ce résultat, ce sera aux mêmes horaires. Excellent week-end.